Chers internautes, chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis Fouché et Stéphane Chatry qui viennent nous présenter leur film « Tous résistants dans l'âme ». Bonjour Louis, bonjour Stéphane. Bonjour Jackie. Bonjour Jackie, merci beaucoup de nous recevoir. C'est un grand plaisir pour moi, vraiment. Nous enregistrons cette émission lundi matin. Elle sera diffusée jeudi soir à 20h30. Effectivement, Louis et Stéphane présenteront leur film à ce moment-là. Je crois qu'ils seront à Paris mercredi et jeudi. On vous donnera le programme un peu plus tard. Dès en avant, vous connaissez tous Louis Fouché, j'imagine, qui est médecin anesthésiste, réanimateur au CHU de Marseille, aujourd'hui en disponibilité. Mais il a tellement d'autres activités et de passions à son actif, entre autres ce fameux collectif que tu as fondé en 2020 pour que nous passions tous à l'attaque et en portant un autre regard sur la crise. Alors, tu nous éclaires sur les errances politiques sanitaires mises en place et aujourd'hui, tu nous proposes de construire l'avenir désirable que chacun de nous peut souhaiter. Stéphane Chatry travaille, lui, dans les arts plastiques en tant qu'organisateur d'expositions, producteur et manager d'artistes. Depuis 5 ans, il est permaculteur, initiateur de la chaîne YouTube Éthique TV et de l'association Artivisme Contemporary Art. Et il prépare un ouvrage sur la permaculture à paraître au printemps. Aujourd'hui ont lieu les premières projections de votre film, Tous résistants dans l'âme. C'est peut-être... voulez-vous dire un petit mot avant de passer la bande-annonce du film, ou on passe tout de suite à la bande-annonce? Ouais, moi juste dire bonjour, et puis il y avait cette chose-là étonnante à l'hôpital d'avoir quelqu'un qui faisait le ménage, et tous les jours, moi je voulais passer à lui donner des consignes, des trucs à faire, essayer d'aller plus vite. Puis lui il m'a arrêté, il disait bonjour, comment ça va? Comment ça va la famille? Comment ça va les enfants? Comment ça va le travail? Comment ça va la santé? Et en fait, ça a duré un bon moment, et au bout d'un moment, c'est devenu un jeu entre nous d'essayer de rester le plus longtemps justement à se dire bonjour pour de bon sur les choses importantes. Donc, parce que le film, c'est au fond, c'est un prétexte, c'est une œuvre d'art, c'est un travail collectif, mais c'est un prétexte à raconter une histoire et à permettre aux gens d'y aller, quoi. Voilà. Donc, de se rencontrer, ouais. De créer un lien. Stéphane? Oui, je pense que comme tu suggérais, on pourrait peut-être regarder la bande-annonce et puis ensuite en discuter. Vous serez tout de suite dans l'ambiance du film qui vraiment m'a transportée. Mais vers quel monde allons-nous? C'est à travers cette période difficile que j'ai choisi de faire un tour de France accompagné du docteur Louis Fouché pour aller à la rencontre d'acteurs et de spécialistes des sujets qui nous semblent essentiels pour la transformation du monde de demain. Le résultat des rencontres enrichissantes, régénérantes entre Louis Fouché et le célèbre permaculteur Damien Decazes, avec l'éditeur et expert en autonomie Bernard Bertrand, avec le génial créateur et inventeur Barnabé Chaillot, l'artiste plasticien subversif Malaki Farel, le scientifique et professeur Christian Perronne, l'éditeur et réalisateur spécialisé en santé intégrative Fabien Moine, mais aussi autour des thèmes comme les monnaies locales, les écoles alternatives et les habitats autonomes. Des échanges sincères et humains que vous vivrez vous aussi avec nous lors des projections et débats en salle. Construisons ensemble un monde plus juste, tourné vers le vivant, tous résistants dans l'âme pour éclairer ensemble le monde de demain. Stéphane, tu vas peut-être nous raconter comment tu as rencontré Louis, dans quelles circonstances, et comment en êtes-vous arrivé à faire ce film? Oui, on en parle au tout début du film. Je tenais à ce que l'histoire soit racontée rapidement. Et en fait, c'était pendant les confinements, pendant cette période du Covid, que j'écoutais, comme beaucoup, j'écoutais les propos de Louis à travers des différentes vidéos sur différents médias. Et moi, ça me rassurait, ça me faisait beaucoup de bien. Et
avec notre association Artivisme, on défend les artistes, tout du moins on organisait des expositions autour des sujets sociétaux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Artivisme, parce que c'est un néologisme qui lie art et activisme. Et donc on faisait des expositions autour de l'alimentation, des droits de l'homme, de la nutrition et tout ça. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens qu'on peut appeler des résistants, ou tout du moins des artistes très engagés, et donc des artistes comme Piotr Pawlowski, ou même des personnes très actives comme Juan Branco, ou comme le chanteur HK Kadura Dadi. Et puis, moi, j'aime la force de ces gens-là. Et puis, à ce moment-là, je rencontre Louis, je m'y tiens encore une forme de résistance différente, mais qui a une approche plus gandhienne, et qui, moi, m'inspirait beaucoup. Donc, je lui ai tout simplement suggéré de faire une série de 7 vidéos pour ma chaîne Éthique TV. Et donc, je suis allé à sa rencontre à Marseille, on a fait des vidéos, elles ont eu un succès phénoménal. Et puis de là, je me suis... Ils étaient au nombre de 7, je crois. Ouais, on avait fait 3 au début. Le nombre n'est pas anodin. Ouais. Et puis, donc, les succès ont vraiment... j'ai vu à quel point Louis pouvait fédérer, et puis à quel point, en lisant les commentaires, à quel point ça faisait du bien. Et je dis, mais écoute, c'est formidable. Par contre, on est sur YouTube, et Internet, faut apprendre à faire avec et sans. Et je dis, faut vraiment fossiliser tous tes propos dans un livre. Et au moins, ce livre-là, il sera totalement déconnecté. On pourra se le passer entre nous, quoi qu'il advienne. Et donc, je suis content d'être à l'initiative du premier livre de Louis, parce que pour moi, ça va être un grand écrivain. Et donc, de là, moi, j'ai un peu la folie des grandeurs. Et je lui dis, écoute, tu n'oserais pas maintenant qu'on fasse un film long-métrage et qu'on aille à la rencontre de tous ces gens qui nous inspirent, et qu'on montre un petit peu vraiment ce qu'on a au plus profond de nos cœurs, et puis de nos envies. Et donc, on a monté ce film sans argent, et on a fait un financement participatif. On a obtenu la cagnotte nécessaire, même plus, ce qui nous a permis d'aller plus loin dans le développement technique, dans l'affinage du film. On est retourné maintes fois sur le montage, sur tout ça. Et voilà comment est né Tous résistants dans l'âme, qui porte le même titre que notre livre, Tous résistants dans l'âme, aux éditions Trédaniel. Le duo que tu formes, Louis, le duo que tu formes avec Stéphane, crée une empathie spontanée et une dynamique très très forte. Tout le monde a envie de vous suivre. Vous illustrez bien, je ne sais plus qui a dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est Damien Decazes. Oui. Et pourquoi avoir choisi la forme d'un film documentaire ? Louis, peut-être, non ? Oui, alors effectivement, dans la genèse du film, il y avait cette idée d'aller donner la parole, se servir finalement de notre niaque, notre envie de faire avec Stéphane, et puis toute sa compétence à mener des projets jusqu'au bout, et à mettre dans la matière des idées. Ça reste pas juste des idées qui flottent ouais, et si on faisait un film, c'est mais non, allez, on y va, quoi. Et puis quand il y a un moment de mou, si, on continue, quoi, et puis on va y arriver, etc. Et donc d'aller jusqu'au bout, de créer quelque chose. Moi, je suis très admiratif de ces personnes qui arrivent à faire vraiment, et parfois avec 3 bouts de ficelle, avec pas grand chose, mais qui à la fin transforment le monde pour de bon, quoi. Ça c'est pas juste des discours, de la parlotte, etc. Et l'idée, c'était aussi de donner la parole à plein de gens que peut-être on voit pas, mais qui sont là, et que jusqu'ici on était pris dans un brouhaha de déploration, de tristesse, d'effondrement de notre système, en se disant mais il y a tout qui part en bivrine, quoi, on dit à Marseille. Qu'est-ce qui reste? Il y avait comme une nostalgie, un deuil, en se disant mais alors à quoi on peut se raccrocher maintenant? Et on est comme perdu, on est comme orphelin, et de se rendre compte que de partout, avec Éthique TV, avec mes connaissances à moi, et puis les gens qu'on connaissait mutuellement, on se rendait compte que de partout, dans toutes les brèches, dans tous les interstices, il y a des gens qui sont en train d'œuvrer, il y a des gens qui sont en train de faire, et depuis longtemps, le monde dont on a envie.
Et que pour le moment, ceux-là, on n'en entend jamais parler dans les médias. On n'en entend jamais parler sur la place publique, etc. Ils sont comme un peu anonymes dans les replis d'Internet. Et l'idée, c'était qu'ils sortent des replis d'Internet et qu'on aille vers se poser dans l'institution cinématographique, parce que le ciné, ça reste quelque chose de, voilà, le 8e art, quoi. Et pour nous, c'était important que ça vienne à cet endroit-là, que ce soit pas juste une vidéo YouTube qui traîne ou un truc fait avec une webcam dans un coin, mais qu'on essaye de mettre de la beauté, de la lenteur, que dans la forme elle-même, il y ait de la musique, des dessins. Tu vois, il y a des dessins qui sont faits par Benoît, qui illustre Benoît tout au long Flamel. du voilà, Benoît Benoît Flamel, Flamel, oui. qui est l'illustrateur aussi du notre ouvrage, qui est un ami que j'admire beaucoup pour son travail d'illustration et pour la personne qu'il est, bien sûr, et qui a accepté d'illustrer aussi le film. Et puis c'était la rencontre de plein de musiciens qui avaient aussi joué un rôle important dans tout ce qui s'était passé depuis 2 ans, que ce soit Eric Scarbarou, passant par Barueco qu'on entend à la fin, Will Barueco et Yuma. Miuma, et puis encore d'autres, et qui mettaient cette touche-là d'art et de beauté pour accompagner le message et les personnes qu'on interviewait. Et les personnes qu'on interviewe, elles sont aussi, il y a ce qu'elles disent bien sûr, mais il y a ce qu'elles dégagent. C'est-à-dire dans leurs yeux, dans la lumière qu'il y a, eh ben, il y a de la beauté. C'est Et on tout a à essayé fait ça. de l'enluminer par un travail il y a ce qu'on appelle les plans de coupe au cinéma, tu sais, c'est tous ces Oui. petits morceaux qu'on prend parce que si tu es tout le temps comme ça face à face avec ta webcam, bon, à un moment, c'est un peu plan-plan. Et donc, il y a plein de plans de coupe, et Anaïs, qui était à la caméra, a eu ce vrai travail de photographie, d'aller chercher la beauté dans la nature et de Chaque, mettre de la nature partout. Voilà. chaque plan du film est une œuvre d'art en soi. Vraiment. Oui, oui, Dire au je l'ai monteur et ressenti Anaïs, comme ça. il faut bien imaginer que tu nous vois nous deux, mais en vrai, c'est une aventure collective. Il y a J'imagine. plein de gens derrière. Il y a Ah déjà oui. tous ceux qui nous ont permis que ça existe, tous les gens qui ont financé. Et un grand merci et un grand coup de chapeau à eux, parce que sans eux, il y aurait rien qui était possible. Et puis après, il y a tous les gens qu'on a interviewés, mais toute l'équipe technique pour prendre le son, prendre la caméra, aider au son, classer, puis ensuite retravailler le son avec le mixage, retravailler la lumière et l'échantillonnage, puis faire le montage, recouper pendant des heures, essayer de retrouver quels sont les bons morceaux de phrases, etc. Et donc, il faut vraiment que vous imaginiez qu'un film au Cinoche, c'est un gros boulot. Et donc, on a fini il y a 1 an à peu près, et c'est maintenant qu'il sort en salle. Oui. Oui. Mais dès le début du film, puisque j'ai eu la chance de le voir, merci, on reçoit un choc. Les images, le son, et puis on vous suit aux 4 coins de France dans des paysages très paisible, de paix, d'une beauté à couper le souffle. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Tous les gens que vous rencontrez, vous nous direz comment vous les avez connus après, tous les gens que vous rencontrez, avec qui vous partagez, ont en commun la lumière qui se dégage de leurs yeux, qui est tout à fait en corrélation avec la sérénité des lieux, avec la délicatesse des couleurs. J'ai adoré, vraiment, je vous l'ai dit, j'ai adoré. Je me suis surprise à avoir des larmes de bonheur, de joie, d'espoir ou d'espérance qui ruisselaient tellement j'étais transportée. Le film est assez long et on ne voit pas le temps passer. Il est merveilleusement bien monté. Chaque intervenant est passionnant. Les plans de coupe, les différents chapitres séparés par les images de Benoît Flamel, c'est merveilleux. Stéphane, bravo Oui. pour cette Merci. réalisation. Au moins, tu es une personne qui... Ça fait plaisir. Et là, on a fait justement le week-end dernier la première projection en salle à Bédarieux. Et donc, ça s'est très, très bien passé. On a fini à 2h30 du matin. Et parce qu'en fin de compte, ils avaient réservé une salle et la salle s'est très vite remplie. Donc, ils ont dû ouvrir une deuxième salle. Et les préventes ont vraiment été fulgurantes. C'était vraiment très rassurant. Et puis, donc, on a dû faire 2 débats. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Et puis ensuite, on a fait la signature du livre. Et les gens ont vraiment beaucoup aimé le film. Et puis, il y a cette histoire de courage aussi qui je trouve, qui est revenu un petit peu sur le dessus de la table. Et puis,
l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Moi, je suis quelqu'un de l'action. C'est pour ça que je fais toutes mes vidéos avec une On a GoPro, vu. parce que c'est une caméra d'action. Et curieusement, dans le film, tu ne parles pas, à part le commentaire en off, on voit ce personnage tranquille, bienveillant, qui accompagne Louis, et c'est Louis qui est… Oui, parce que je me pose comme spectateur, en fait. Moi, Oui, c'est ça. j'aime beaucoup Louis, et je l'écoute et je le laisse parler. Et en fin de compte, j'ai pas un talent spécial, moi, mais ça va être plutôt ce que j'aime faire, c'est de rassembler les énergies. Et Louis, il avait quelques craintes. Oui, mais on va trop me voir, je vais trop parler, machin truc. Et justement, c'est cette authenticité qui fait qu'on n'est pas sur un documentaire conforme à la norme. On est sur quelque chose, comme moi j'ai toujours été sur la scène alternative, et Très on est sur quelque chose original. d'original. Et Louis est un artiste aussi, hein, c'est un musicien, il est très touché par les arts. On avait fait une vidéo sur les arts militants ensemble. Et donc je l'ai laissé un peu se lâcher. Et comme dans les vidéos qu'on a beaucoup aimé de lui, aller nous apporter des éléments complémentaires, et puis aussi recontextualiser Louis Fouché dans ce qu'il est dans la vraie vie, en fin de compte. Moi, c'est ça qui m'importe, parce qu'il y a beaucoup d'attaques, bien évidemment, sur les gens qui font du bien, comme on le voit en ce moment avec Pierre Rabhi, avec plein de gens qui ne sont pas parfaits, mais qui, quand même, la grande majorité de leur carrière est positive. Donc là, c'est aussi pour dire aux gens, voilà qui est Louis Fouché, voilà quels sont ses centres d'intérêt, et puis ensuite, tout se fait naturellement. C'est-à-dire que quand on discute avec Bernard Bertrand, lui, je dis, voilà, ça me touche parce que je suis abonné à Veillons Liberté depuis des années et tout ça. Et tout est venu se faire naturellement, et on a vraiment eu un alignement autour de ce tournage-là, où en général, en plus c'était en octobre-novembre, c'était assez risqué de tourner, septembre, octobre, novembre, 3 mois de tournage. Et on est arrivé dans le Limousin, tout ça, où il commençait à pleuvoir et tout ça. Et donc, toute l'équipe technique se met en place. Ça peut prendre des fois 2 heures. Et puis là, d'un seul coup, le soleil apparaît. Et même sur la prise avec des mètres de cars, on a pris des coups de soleil. Et c'était vraiment magique, quoi. À chaque fois, on a vécu des choses comme ça. Dans ce film, vous avez des échanges avec les intervenants à propos de philosophie, à propos de modes de vie adaptés. Vous touchez à tous les sujets, puisque Louis, vous parlez de permaculture, de biodiversité, d'autonomie, de production alimentaire, d'habitat écologique, de santé intégrative, et aussi de monnaie locale. Ouais, tout à fait. Les sujets sont vastes, et ça pourrait, parce que on considère que finalement c'est tout notre système qui est en train de s'effondrer, toutes ces institutions, et donc c'est à tous les endroits qu'il y a besoin de rebâtir, à la fois dans l'éducation avec des écoles différentes qui prennent soin des enfants, à la fois dans la santé avec une santé qui soit pas une machine à sous pour les multinationales, mais où on puisse prendre soin de rester en santé les uns des autres, à la fois dans notre façon d'habiter le monde. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que leur maison c'est un décor. Ils y vont le soir, c'est comme un hôtel, et puis ils repartent bosser, et ils passent leur vie dans une bagnole ou au boulot. Alors qu'en fait, non, on est dans des choses vivantes, on est profondément nous vivants et dans un système vivant dont on fait partie. Et c'était aussi cette intention-là qu'on voulait remettre, en donnant le lien aussi avec le spectateur. Que tu remarqueras peut-être que dans le film, ça commence par une rencontre à chaque fois, par un bonjour, et on a laissé volontairement au montage ce bonjour à chaque fois. Alors ça pourrait paraître étonnant de dire bon, allez, on passe au vif du sujet, mais non, c'est la rencontre qui est la plus importante. Ça ressort très bien, on le vit comme ça, totalement. Avant même tout ce dont on va parler, c'est cette rencontre qui est importante. Et puis après cette rencontre qui est entre Stéphane, les intervenants et moi, à la fin, il y a cette idée que c'est les intervenants qui parlent directement aux spectateurs. Ils sont face caméra dans toute la dernière séquence pour dire ça y est, maintenant nous on a juste servi d'interface. Stéphane et moi, on vous a permis de rentrer en contact avec tout ça. Et maintenant, c'est à vous de jouer, d'aller voir ce qui se passe, de vous en emparer et de vous dire tiens, et ma maison, et si je la faisais différemment, et mon école, si je la faisais différemment. Et ce qui est très touchant, c'est que quand on fait une projection au cinéma, c'est pas du tout comme tu nous as demandé aussi pourquoi on allait au cinéma. C'est pas du tout comme regarder tout seul derrière son écran. Parce qu'on est 80, 100, 200, 300 en fonction de la taille de la salle. Il y a une sorte de mise en résonance d'abord, et puis la rencontre avec les gens.
Exactement. Et il y a une sorte de mise en résonance. Les gens peuvent vibrer ensemble comme dans un concert, tu vois, ou Oui, et les à la fin, Grégor, les exactement. Grégor. Et le fait de faire une sorte de débat ou de discussion tous ensemble, bah, c'est un très bon prétexte parce que on se rend compte que dans la salle, il y a plein de gens qui sont en train de faire des choses eux aussi. Et que de partout, il y a toute cette petite beauté qu'on voit pas, où les gens sont même pas conscients qu'ils sont en train de changer le monde, mais en fait, ils sont en train de le faire. Et c'est très rassurant. Ça donne beaucoup d'espoir dans un moment où on doit faire le grand écart entre bah ouais, tout va mal, et en même temps, bah c'est une chance parce qu'il fallait que ce système se transforme. Exactement. Tout va mal, mais c'est le moment ou jamais pour chacun d'entre nous de réfléchir à sa propre humanité et pas de se laisser vivre comme un zombie, d'essayer d'être aligné. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a beaucoup de. On pourrait penser que c'est un film qui va parler de sujets techniques autour de la question de la monnaie ou de la question de la permaculture. Pour beaucoup de gens, la permaculture, c'est faire des buts dans son jardin et voilà quoi. En gros, c'est une technique culturelle comme une autre. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus dense que ça. Ça correspond à dire nous faisons partie de la nature et notre façon de fonctionner, même entre nous, entre humains, et puis nous avec la nature, c'est quelque chose de dynamique, de vivant et dans lequel il y a besoin d'égard, il y a besoin de diplomatie, il y a besoin de patience, il y a besoin de douceur euh, et Et de de temps. beaucoup plus Et de de temps, temps. exactement. Tu Voilà. parlais à l'hôpital de la personne qui prenait le temps de te dire bonjour et demander des nouvelles. Et là, c'est ça, on a l'impression que chacun a l'éternité devant soi, alors que je suis certaine que leurs journées sont très remplies. Ouais, il y avait Masanobu Fukuoka, c'est un auteur qui était ingénieur agronome et qui a inventé un petit peu la permaculture, en tout cas qui l'a formalisé euh, à peu près au même moment que David Holmgren et Bill Mollison en Australie, et qui a écrit un livre qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. Et dans ce livre, il parle beaucoup de non-agir. Comme si la permaculture c'était un truc où tu passes ta vie à glander, quoi, tu vois. Mais par contre, il raconte que tous ces stagiaires arrivent comme ça en se disant bon, on va pas faire grand chose, ma foi, s'il s'agit de non agir. Sauf qu'ils se lèvent à 5 heures du mat et qu'en fait, il y a Mais plein oui, d'agir juste. C'est non agir aux endroits où ça sert à rien et où tu perds ton énergie. Aujourd'hui, aller s'envoyer des tweets ou sur des fils Telegram où on va déplorer ce qui se passe au bout du monde, etc. Au fond, ça, c'est de l'agir où tu perds ton énergie, où il n'y a rien qui se passe et ça transforme pas le monde. Par contre, et donc non-agir à cet endroit-là, ça te libère de la place. Parce bah que oui. tu vas libérer ton cerveau. Et la plupart des gens qu'on a rencontrés, en vrai, ils n'ont pas de téléphone branché tout le temps. Hein. Ils n'ont pas la télé. Ils sont déjà dans cette espèce de retrait-là où ils ont du temps pour eux-mêmes. Et à partir du moment où ils se resserrent sur eux-mêmes, hop, il rejaillit quelque chose de merveilleux. C'est qu'ils ont Voilà, plein à offrir aux autres. c'est ça qui est important, parce que autonomie ne veut pas dire autarcie. Les gens ne vivent pas en ermite, au contraire, ce que j'ai reçu comme message, c'est qu'ils se retrouvent eux-mêmes, ils s'enrichissent de leur humanité, et ça leur permet de dégager du temps, comme tu disais, et d'offrir tous ceux que j'ai entendus, leur première parole, c'était de dire oui, on produit ça, mais alors on commence par donner aux amis, à la famille. C'était en premier lieu donner, partager, aller vers les autres et pas se rétrécir dans son petit coin. Le message est bien passé. Oui. Stéphane, tu veux rebondir là-dessus Oui. Commenter un petit peu Ben, oui, après, on a tout de même des gens très différents aussi dans le film, parce qu'on aborde quand même beaucoup de sujets, mais chaque personne aussi se retrouve dans plusieurs de nos sujets de toute manière. On n'a pas, c'est pas des experts de leur discipline, ce sont des gens multitâches qui œuvrent dans différents sens. On voit avec les plantes médicinales, avec l'arboriste en même temps, la production Et qui alimentaire, découvrent au fur et à mesure qu'ils avancent. On la apprend à marcher en transformation. marchant. Oui, voilà. Donc, c'est quand même. Quoi. Moi, déjà, moi, je suis revenu à la campagne. J'ai passé 21 ans à Paris et en revenant m'installer dans ma campagne natale, c'est vrai qu'on a tendance à dire oh, la campagne, il n'y a rien à faire et tout ça. Et en fait, il y a tout à faire. Et donc, du coup, il y a énormément d'énergie locale quand on
quand on prend le temps de questionner, d'aller à la rencontre des gens, et je rencontre vraiment des gens extraordinaires. Donc c'est sûr que si on a des préjugés, on s'installe comme ça, on regarde, il n'y a rien ici. Bah, il suffit simplement d'aller vers les gens, de chercher les gens qui sont dans le naturel, etc., et de se rendre compte à quel point beaucoup de gens s'y mettent. Et vraiment, et je trouve que c'est une force vraiment incroyable de redonner sens à nos vies, parce que, et moi, je remercie vraiment le Covid, je remercie tout ça, je remercie. Finalement, oui. Je les remercie tous parce que vraiment, ils m'ont poussé à aller plus vite vers le monde que je voulais. Et ils m'ont vraiment montré la réalité de ce qu'ils sont, et puis que on touche le fond là-dessus, et que nous, déjà, on est déjà dans la mutation d'un autre monde, on va dans d'autres voies, et on est surtout dans la cohérence. On est très cohérent. Et moi, je travaille vraiment sur la cohérence. Donc, j'ai encore des incohérences, mais je travaille sur ces incohérences, pour me dire. Et plus j'affine de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, plus je travaille sur mon autonomie, sur la cohérence dans ma vie, eh bien, plus ça se passe bien, et mieux je dors, et plus je suis en bonne santé, en fait. Et donc, d'aller vers le beau, d'aller vers des gens comme ça, qui sont dans cette dynamique-là, sans prétendre aller vers des gens parfaits du tout, mais qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Oui. L'important, c'est le chemin. Voilà, eh bien, moi, j'ai l'impression de toucher à ce que la vie est de plus beau. Et puis, le fait de travailler dans des jardins en permaculture, uniquement avec la nature, avec le vivant, avec la biodiversité, ben, c'est pour moi la meilleure école que j'ai eue de toute ma vie. Hein. Je comprends tout. J'ai compris, grâce à toute cette prolifération d'animaux, d'insectes, etc., dans les jardins, à quel point la nature, on ne peut pas l'arrêter. Enfin, dès qu'on redonne un espace à la nature, qu'on laisse l'ensauvagement reprendre le dessus, et qu'on vient poser comme ça des éléments connectés, en connectant tout à chaque fois, eh bien, il y a l'alchimie incroyable et inexplicable, et dont l'humain veut absolument tout comprendre. Moi, je n'ai pas envie de tout comprendre. Je veux laisser place à la magie de tout ça. Et on comprend cette cohérence incroyable. Et du coup, moi, ça m'a tellement emporté dans la compréhension de notre société, qui est tellement incohérente. Et bien, je trouve que voilà, oui. Je pense que ce film transpire ça. En tous les cas, c'était le but qu'on voulait. Et apporter et surtout de la poésie. Vraiment, il y a de la poésie dans ce message-là, ne serait-ce que dans les dessins. Et tout est très cohérent, parce que pour un film qui est quand même militant, dans le sens où on apporte de la solution face à une urgence qui est bien là, eh bien, l'art et tout ça a son rôle à jouer. Et donc, tous les acteurs de ce film-là, et aussi bien les musiciens que le dessinateur, sont dans la même dynamique. Et ça, c'est important, parce qu'on peut croire que non, oui, c'est pas grave, le dessinateur, même si machin, il répond à une commande. Non, là, moi, je suis vraiment quelqu'un de radical, dans le sens où je vais à la racine des choses. Et c'est ça qui donne une dimension différente. On ne surjoue pas. Tu es comme ça, tu le dis, et basta. Donc que pour tous nos acteurs soient dans la même dynamique que nous, et toutes les personnes qui ont financé le film, on a quand même obtenu 120 000 €, qui ont malheureusement été vite dépensés, quoi. Moi, c'est pas possible, quoi. Mais ça coûte très cher de faire un film long métrage, à force de revenir, à force de retravailler, de chercher à perfectionner les choses. Eh bien, tous les donateurs sont dans notre dynamique, c'est-à-dire c'est pas pour critiquer, mais on n'a pas fait comme Yann Arthus Bertrand, qui a été prendre de l'argent de la BNP Paribas pour faire un film sur l'humain. Et pour moi, ça, c'était les années 90, avec Nicolas Hulot, avec poser de l'écologie sur TF1, financé par Rhône Poulenc. Ok, on l'a fait. Pour moi, c'est le 20e siècle, ça. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, et en fin de compte, on peut travailler en faisant un travail qui nous passionne. On peut vivre de notre passion. On peut être honnête. Moi, j'ai décidé il y a 10 ans de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime, et de ne plus mentir. Eh bien, ça fonctionne. Donc, je ne suis pas du tout dans une abondance financière, mais je parviens à payer mes factures, je parviens à vivre, mais ma richesse, c'est ma liberté d'expression. Bravo. Et en fait, c'est ce que je dis régulièrement, et j'explique, et que de toute façon, je montre à mes enfants, c'est qu'on peut vivre de notre passion, on peut vivre en partageant quelque chose de positif pour l'humanité, pour notre planète. Quelle belle note d'optimisme. Louis, je t'ai entendu parler du PFH.
Oui, parce que là, tout ce qu'on dit, ça pourrait paraître finalement un monde de bisounours où tout va bien, tout est facile, etc. Euh, Ce que je perçois à travers ces 2 ans, à travers l'expérience du film mais aussi de très nombreuses autres expériences là de ces derniers temps, c'est que tout seul, on peut rien faire. Tout seul, on est une petite fourmi face à une grande machine froide totalitaire. Et donc il y a ce besoin des autres, il y a cet appel à l'aide qui vient de notre fragilité profonde. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est que le rêve de l'autarcie, tu sais, du survivaliste tout seul dans son Ouais. bunker avec sa Kalachnikov, bon ok, et soit, et au bout de tes 50 000 cartouches, quoi. And On va so venir what? t'avoler quand même ta poule, quoi. Donc en fait, c'est pas possible. On peut pas, on fait partie de plus grand, quoi qu'il arrive. On fait partie de la nature, mais on fait partie de cette société telle qu'elle est, avec toutes ces ambiguïtés, tous ces paradoxes. Et ces paradoxes, on les voit à l'extérieur, mais en fait, ils sont à l'intérieur de nous. Et ce qu'on voit le plus fort dans notre ministre, notre truc, et qui nous agace, c'est au fond ce qui nous agace à l'intérieur de nous. On se dit, mais j'arrive pas à me mettre en cohérence là-dessus. Et il y a cette chose qui est complètement paradoxale, c'est que j'ai besoin des autres. Et en même temps, quand je me mets avec les autres, ah ben, ça se passe pas forcément bien. Parce que il y a le PFH, le putain de facteur humain. C'est Edgar Morin qui parlait de ça, qui est un des penseurs français qui est très connu, une de nos vaches sacrées, on pourrait dire, pour avoir travaillé sur la pensée complexe. Et il y a des gens qui ont dit, mais il faut transformer ce putain de facteur humain en précieux facteur humain. Parce qu'il est là aussi. Et ça, il va falloir se frotter les uns aux autres. Il va falloir que se poncer les uns aux autres dans cette rencontre. Et le travail collectif, pour moi, il est absolument nécessaire, tout en apportant sa pierre individuelle. Il ne s'agit pas de faire un kolkhoz où on est tous pareils. Non, on est tous différents. On a tous des choses, des talents différents, lumineux. Un, ça va être de garder les enfants, l'autre de faire la couture, l'autre de soigner, l'autre de faire des œuvres d'art. On a besoin de tout ça. Et en même temps, si chacun donne sans compter, sans réfléchir, ce qu'il a à profusion, et on a tous quelque chose comme ça. Quand on le donne, ça nous ennuie pas, on n'a pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Moi, ça va être la parole. Stéphane, ça va être sa créativité, puis son action peut-être, ou son jardinage. Toi, ça va être le soin ou d'autres. On a chacun quelque chose quand on le donne. À la fin, on se sent pas lésé. On n'a pas besoin de le monétiser. Ça vaut rien en fait, et en même temps, ça vaut tout. Et c'est du bonheur partagé. Ouais, exactement. Et moi, j'imaginerais une société comme ça où chacun arrive à trouver à l'intérieur de lui-même qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce qui sort de moi quand je donne le meilleur de moi-même. Et les collectifs, ils sont cette possibilité-là de sortir le meilleur de toi-même ou le pire de toi-même. Et en fait, ça va arriver tout le temps. Donc là, il y a plein de collectifs qui sont nés à la faveur du Covid, qui étaient déjà nés à la faveur des Gilets jaunes aussi, et qui se sont effondrés parce qu'en fait, ils vivaient toujours en réaction par rapport au monde extérieur. Ils étaient contre ce qui se passait. Ils voulaient aller dézinguer le gouvernement. Ils voulaient critiquer. C'est important. Il en faut des gens qui viennent. Plus les problèmes d'ego. Les problèmes d'ego, malheureusement. Mais ils avaient pas tissé une cohérence intérieure. Ouais. Et en plus, à l'intérieur de ces collectifs, les gens individuellement, il y a ce travail personnel à faire sur l'ego. Il y en a, ils veulent toute la place. Ils veulent tout le pouvoir. Ils veulent tout le pognon. Et ça donne lieu à des collectifs qui ont des noms propres, souvent, tu vois. Ou un parti politique avec un leader charismatique, etc. Et puis de l'autre côté, il y en a d'autres, au contraire, ils ont peur tout le temps. Et donc, ils veulent pas laisser émerger des talents ou des choses. Ils veulent, faire une scène comme ça, compliquée, dans un film, c'est pas possible et tout ça. Parce qu'ils auraient peur que ça vienne bousculer ce qu'ils connaissaient d'habitude. Et, il y a besoin des deux en vrai. Il y a besoin de ceux qui ont un talent, il y a besoin de ceux qui protègent le groupe et le nous, qui le stabilisent, et que ceux-là, ils arrivent à se parler. Et pour moi, c'est une aventure qui est presque une voie de sagesse, l'aventure collective, parce qu'elle te retourne tout le temps sur toi-même, sur pourquoi je suis en colère là, pourquoi je suis impatient, pourquoi j'aimerais que ça aille plus vite, pourquoi je voudrais avoir raison, tu vois. Et au fond, ce petit travail qu'on fait à l'intérieur des collectifs, c'est le même travail qu'il y a à faire dans toute notre société. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très clivée. T'es pour, t'es contre. T'es pour l'Ukraine, t'es contre l'Ukraine. T'es pour Poutine, t'es contre Poutine. Et t'es pour le masque, t'es contre le masque. T'es pour le vaccin, t'es contre le vaccin. Il n'y a plus de nuances. Il y a plus de. Rien n'est noir ou blanc. Hein. Exactement. Alors qu'en fait, c'est jamais noir ou blanc. Et qu'en plus, ça vaut pas le coup de se battre pour ça. Tu sais, c'est la chanson de Georges Brassens, quoi. Mourir pour des idées, d'accord. Mais de mort lente, quoi.
en fait. Tout ça, c'est pas, Mais ça, c'est pas très grave. c'est ta grande force parce que dès le début de ton collectif, tu as réussi à bien expliquer qu'il n'y avait pas de leader, même si il y avait quand même quelqu'un à l'origine qu'on connaît bien, mais que chacun avait son rôle. Mais c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'identité de chacun des individus et que chaque individualité ensemble crée un nous du jeu, on passe au nous qui protège tous les jeux. Ouais, tout à fait. Et puis qui passe son temps à évoluer. Il y a sans cesse des nouvelles volutes, des choses qui apparaissent, des nouvelles bulles. Tu vois, le logo initial de notre collectif, il montrait bien ça. C'était plein de bulles interconnectées. Où, voilà, il y en a des petites, des grosses, des moyennes. Il y en a qui s'embrassent, d'autres qui s'affrontent. Et tant mieux. Et la fécondité du collectif, elle a été absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'en 2 ans, tu as eu peut-être une quinzaine d'autres collectifs qui sont nés et encore d'autres d'initiatives comme la marche fantastique de gens qui tournent en marchant autour de la France avec des artistes qui passent pendant les marches jusqu'à Marc Vella qui a poussé son piano autour de la Terre comme Prenez Place qui est tout un corpus sur la question monétaire. Enfin voilà, donc tu as eu et passant par la tournée fantastique, c'est-à-dire des séries de concerts. Ah, il y a un problème de connexion. Oui. Ouais, un petit problème de connexion de la part de chez Louis. Oui, il va rétablir son micro, peut-être. Tu veux. Oui, on t'entend plus. Ouais. Stéphane, tu veux rebondir? Ouais. Puisse nous rejoindre? Alors, dis-moi, de quoi veux-tu qu'on aborde? On n'a pas parlé, on est déjà à 40 minutes d'émission. Oui, et je sais qu'il faudra finir pas trop tard parce que tu as des rendez-vous et vraiment, je suis très heureuse que vous ayez trouvé ce créneau à partager ici parce que votre temps est très précieux. Oui, tu nous entends maintenant? Est-ce que ton micro est rétabli? Je ne sais pas si lui nous entend. Non. En tous les cas, je ne sais pas s'il nous entend là, Louis. Déjà, on pourrait peut-être. Ouais, ça y est, je vous entends à nouveau. Et nous aussi, on t'entend. Ce que je voulais vous partager, c'est que sur le site internet officiel du film, donc Tous résistants dans l'âme, toutattaché.fr, vous avez l'agenda de toutes les projections en temps réel. Donc il y a maintenant différentes salles en France qui souhaitent le projeter. On affiche les dates et tout ça une fois que tout est validé avec tout le monde. Là, on est pour parler avec pas mal de cinéma pour tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment, c'était vraiment la recommandation de nos distributeurs Exuvie. Donc je remercie l'équipe d'Exuvie, Fabien, Lucie, Elena et Océane. De faire des ciné-débats. Et donc, du coup, le plus possible, on va se déplacer pour aller à la rencontre des gens et, du coup, aussi solliciter un collectif local pour que les gens puissent venir à la rencontre, à notre rencontre, mais aussi se synchroniser avec une énergie locale. Et donc, ça se présente très, très bien parce qu'on a, même là, le cinéma, alors là, on passe... à Paris, on a plusieurs projections dans un petit cinéma d'art et d'essai, l'Épée de Bois, qui a l'air d'être très bon. Mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, justement, pendant que l'émission passera. Voilà. Et les séances sont déjà complètes depuis plus d'une semaine, alors que donc on a remis d'autres dates. Donc on va remettre progressivement des dates. Et puis on passe d'un univers à un autre parce qu'on a aussi été contacté par un multiplex à... Nous, on t'entend respirer fort, là. Un multiplex à Montpellier. Donc là, c'est le Pâté Gaumont. Donc là, c'est un grand cinéma. Et ça, j'adore, moi, passer d'un cinéma d'art et d'essai à quelque chose d'énorme. Et là-bas, ça se présente très, très bien aussi parce qu'on a déjà 294 préventes une semaine avant la projection. Et là, pareil, on essaye de plus se déplacer. Donc, il y aura Louis, il y aura moi, il y aura Christian Perron, il y aura les personnes de l'école alternative, il y aura
Anaïs qui a filmé, qui était la directrice de photographie du film. Il y aura Nils, l'ingénieur du son. Il y aura l'assistant aussi, Folco, qui était là. Donc, et tout ça, en fait, les gens ont envie de se rencontrer, quoi. Et c'est vraiment réjouissant. Moi, ça me fait du bien parce que c'est des fois, il faut un gros choc comme le Covid, et je remercie encore le Covid, pour nous ramener à l'essentiel. Et c'est là où je comprends que la nature, même l'humanité, n'arrivera jamais à la détruire. Et moi, c'est en elle que j'ai pleinement confiance. Ouais, je reprends là-dessus pour dire que on a été étonné aussi de voir que le cinéma se remplit quand nous on fait un film, quoi. Alors que la plupart des gens qui tiennent les cinoches nous disent même pour le Marvel et le Spider-Man, moi j'ai 60 pelés ou 30 pelés 4 tondus qui viennent et donc ils sont étonnés. Ça veut dire mais les gens ils en ont plus rien à faire de la production hollywoodienne à la mort moelle-neu, quoi. Ça marche quelques jours sur un battage médiatique et marketing massif, mais au fond, ça porte plus rien. Il y a plus de message. C'est superficiel, tandis que vous transmettez un message et vous allez avoir de plus en plus de monde. Votre calendrier se remplit puisque déjà vous avez des projections prévues en janvier, jusqu'en janvier. Et puis, on peut peut-être demander à chaque internaute qui nous écoute s'il a envie d'organiser une projection. Mais tout à fait, il y a vraiment cette invitation-là, justement. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs cinémas aussi en région parisienne, qui se font contacter par différentes personnes qui disent voilà, ce film est vraiment porteur de bonnes nouvelles, de solutions liées à ce qu'on vit, et ce serait vraiment intéressant de le diffuser. Et donc, chacun peut contacter le cinéma du quartier et ensuite passer le relais à notre distributeur, et c'est Lucie qui leur répondra. Simplement envoyer un email à doc@exuvie.fr, et donc là, après, Lucie rentre en contact avec le cinéma, lui transmet toutes les informations, affiches, dossiers de presse, bande-annonce et tout, et ensuite on peut, avec ces gens-là, après, proposer une rencontre lors des débats. Et ça, le fait que tout le monde peut être acteur aussi, peut aussi porter le film à sa manière, c'est vraiment super, parce que autant moi j'ai entendu beaucoup de personnes dire voilà, vous avez beaucoup de courage de vous mettre face caméra, dire les choses, et moi je suis dans la même dynamique que vous, mais j'ose pas. Il y a plein de façons de passer à l'action, et de toute façon on a besoin de toute cette grande diversité pour perfectionner notre société. Et donc, ce film est une excuse, est un prétexte, comme dit Louis, à tout ça, quoi. Ouais, le film va vers les gens. Oui, voilà. Et tout prend sens à ce moment-là. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que on a été exproprié d'une grande partie de nos vies par des multinationales anonymes, où on consomme finalement à coup d'abonnement, et puis on va bosser pour payer nos différents abonnements X ou Y. Et la proposition du film et de tous les gens qui sont dedans, c'est au fond de revenir à la question du commun. Le commun, c'est on est un groupe d'humains ensemble. Et puis, on a plein de choses à s'offrir les uns les autres, et on a plein de choses pour s'entraider, pour que ça nourrisse le collectif encore plus. Et tu vois, quand on fait un financement participatif, c'est déjà cette idée-là. Puis ensuite, quand on fait une diffusion où finalement, nous, on va devoir y aller avec les dents un par un, hein, aussi pour les cinémas. C'est pas comme quand tu arrives depuis Hollywood et que tu dis bon, allez, on sort Avatar tel jour, blam, tout le monde fait pitié, donnez-nous Avatar pour qu'on puisse vendre des Haribo, quoi, et du popcorn. Non, là, les gens, a priori, dans les cinémas, ils disent bon, ouais, un documentaire de plus, merci, ça va, on verra, quoi. Et donc, il faut aller chercher vraiment chaque salle avec les dents. Mais quand le groupe, le village, dit on veut ce film, on veut qu'il passe, vous le mettez, on sera là, on remplira la salle. Ça change tout. D'un coup, le cinoche, il réalise, il se dit mais en fait, les gens, ils sont plus des consommateurs, ils sont des acteurs de ce qui est en train de se passer. Ouais, même plus, ils consomment plus, ils sont en train de créer vraiment le monde qu'ils veulent. Et dans le cinoche, il y a ce film qui passe, et il n'y a pas juste à attendre que Netflix nous donne quelque chose. C'est une grande différence. C'est aussi pour ça que c'est capital. C'est capital, cette différence. Et tout prend sens. Et puis, votre film va s'épanouir au fil des rencontres. Ça va être un raz-de-marée.
Puis notre idée, c'est qu'il y ait des gens qui prennent le relais. C'est-à-dire que ce film soit une première façon de parler de ce qui se passe pour de vrai dans notre si beau pays, à une échelle humaine, locale. Et au fond, on devrait plus avoir de Ouest France et de trucs comme ça. On devrait avoir des fanzines. On devrait plus avoir TF1. On devrait avoir TVADP. On devrait, tu vois, petit à petit, c'est refaire toute une création artistique, médiatique, culturelle qui parle de ce qu'on vit pour de vrai. Et ce qu'on vit pour de vrai, dans le réel de la matière, c'est infiniment plus réjouissant que ce qui nous est raconté par les médias qui nous parlent que de guerre, de violence, de meurtre et de trucs comme ça. Et donc, on vit tous dans cette espèce d'ambiance glauquissime où tout est terrible. Mais dès qu'on revient aux vraies personnes, aux vrais gens, dans un rythme plus lent, au contraire, tout est beau, plutôt créatif et merveilleux, et donne l'occasion de méditer et d'admirer. Donc, moi, je crois qu'après Tous résistants dans l'âme, il y aura de très nombreux autres documentaires, peut-être à une échelle beaucoup plus locale, où les gens iront enregistrer leur mamie en disant « Mais comment tu vois l'avenir pour tes petits-enfants ? Et puis comment c'était pour toi avant ?» Et qui iront enregistrer des enfants en disant « Mais comment vous avez envie que ce soit demain ? Vous voulez des petits robots partout qui fassent tout à votre place ? Ou vous voulez jouer avec de la terre glaise dans la boue, à fabriquer vous-même les choses et à avoir votre école faite de briques et de broc ?» Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. On a plutôt envie de construire nous-mêmes notre futur que de le subir ou de l'acheter avec un abonnement, quoi. Oui. Et tout ce que vous démontrez, tout ce que les intervenants nous prouvent, c'est que ce monde joyeux auquel tout un chacun aspire, ben, il existe déjà, il est sous nos yeux, et c'est grâce à vous qu'on le sait. Je vais vous donner la parole pour le mot de la fin, parce que malheureusement, l'heure tourne, s'accélère, et je sais que vous êtes très, très demandés, très occupés. Qui veut dire son mot de la fin? Bah, on laissera le mot de la fin à Louis. Moi, je vais prendre la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation, Jackie, parce qu'on avait prévu avec les auditeurs de faire une émission en live. Et finalement, le fait que cette proposition vienne naturellement dans notre média, je trouve ça encore plus intéressant. Donc, on n'hésitera pas à partager cette vidéo. Et puis, bah, bien évidemment que ça donne envie aux gens de voir le film, ça c'est évident. En tous les cas, nous, on a vraiment fait du mieux qu'on a pu, on l'a perfectionné du mieux qu'on a pu, et on est très, très content déjà de la première projection. Donc voilà, c'est normal, c'est tellement mérité. Louis? Ben, un grand merci à toi, Jackie, de nous avoir accueillis dans ton émission. Un grand merci à ceux qui sont derrière le miroir qu'on voit pas, notamment Eric qui nous aide à la technique et qui sont indispensables. Et puis à tous ceux qui vont écouter cette émission. Pour moi, c'est une invitation à se mettre en action, à se mettre à l'œuvre, plus au travail, mais à l'œuvre, à aller chercher qu'est-ce que vous avez envie de donner au monde. Et allez-y, donnez-le, quoi. Enrichissez le monde de votre lumière. Nous, on donne notre petite chandelle, quoi. Après, on espère que ça ouvre des possibles et des bifurcations. Voilà. Et donc l'aventure, elle continue parce que là maintenant, c'est l'essaimage du film et essayer que d'un peu partout, ça commence à nourrir des discussions et à créer des occasions de rencontres. Et des occasions de rencontres qui vont plus loin que juste regarder un film, mais qui sont aussi que tous les collectifs viennent parler de qu'est-ce qu'ils font et que tous les gens qui soient seuls se disent « Ok, c'est le moment où il faut plus être seul ». Et pour moi, c'est vraiment une des clés maintenant, c'est il ne faut plus être seul. Vous devez refaire société avec d'autres et mettre voilà. Oui, c'est tout à fait ce qu'on ressent lorsqu'on a vu le film. Ne soyons plus peureux, ne soyons plus paresseux, prenons notre vie en main, il n'y a plus qu'à. Hein, tous résistants dans l'âme, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je tenais juste à remercier Jérôme Gomez aussi de nous avoir synchronisés pour cette émission. Et voilà, merci à lui. Ouais. Oui, merci Jérôme. Dernier petit mot, qui est une citation qu'on a souvent eue dans le film quand on se posait des questions, qui vient de l'abbé Pierre. Et qui dit il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien au travail. Voilà, tout est dit. Oui. Merci. Ce sera le mot de la fin. Un immense merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un réel bonheur pour moi. Et puis, longue vie à ce film qui va s'épanouir et qui va créer des petits, susciter des vocations. Et tout le monde vous dit merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Thank you.